Le 30 septembre, à Montpellier, on me propose une conférence avec 4 astrologues, dont Franchon Pradal-les-Roy, Patrick Gianni, Daniel Vega et un certain Thoth, que je ne connais pas. Et le thème, c'est des poissons au Verseau, le nouveau paradigme. Alors, la présentation est la suivante. Quel est le sens des crises que nous vivons? Que ce soit au niveau individuel ou collectif, notre monde apparaît en profonde mutation, fin d'un monde et émergence d'un nouveau, d'une nouvelle terre, interrogation. Quelle est la nature et l'étendue du changement global de paradigme? L'astrologie permet d'apporter de nombreux éléments de réponse grâce à la connaissance des cycles planétaires et l'art de l'interprétation de symboles millénaires et universels. La lumière du symbolisme astrologique, étudiée sous différents angles, 4 conférences complémentaires vous permettront de mieux comprendre et approfondir la nature du changement global, aussi bien dans son sens personnel et intérieur que le collectif et interpersonnel. Alors, je voudrais réagir à ce genre de présentation de l'astrologie. Moi-même, je reconnais que je suis l'auteur, du moins le concepteur d'un ouvrage qui s'appelle Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, qui est paru il y a 37 ans, ne rajeunit pas, aux éditions Albatros et Autres Mondes, avec tout un panel d'astrologues très connus de l'époque. Et je dois reconnaître que je n'apprécie pas beaucoup cette présentation des choses, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je suis très sceptique sur cette conception astronomique, tout simplement, même en laissant de côté la question du contenu, à savoir que le fait que le point vernal se déplace du fait de la précision des équinoxes, d'une constellation à l'autre, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est un emprunt de l'astrologie tropicaliste du milieu du XXe siècle, en fait, des années 30-40, à une astrologie sidéraliste. C'est fondé sur des recoupements au niveau de l'histoire des religions qui sont finalement assez ponctuels, à savoir le passage du culte du taureau au culte du bélier. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire les mêmes observations si on avait pu travailler sur le Sagittaire et Capricorne, par exemple. Je trouve que ça tombe sur 2 animaux qui sont des animaux de sacrifice bien connus et à l'époque biblique, etc. Mais c'est pas là le problème, à part le fait que ce genre de période dure plus de 2000 ans et que je suis très peu favorable à des cycles de cette ampleur, même à des cycles beaucoup plus petits d'ailleurs, qui sont ceux des planètes lentes, dont je ne me sers pas, comme vous le savez, au-delà de Saturne. Mais je voudrais aller directement au vif du sujet, à savoir le paradigme proposé par cette théorie des airs qui est apparue en France, qui est née en France dans les années 1790, autour de Launay, de Charles-François Dupuy, de Volney. Enfin, le plus connu, c'est Dupuy avec son origine de tous les cultes, qui connaîtra un nombre important de rééditions et de traductions. Et on sait que c'est à partir des années 1930-37 que on parlera de plus en plus en astrologie. D'ailleurs, ces années 30 sont marquantes sur le plan astrologique, puisque ce sont les années de la découverte de Pluton, avec tous les commentaires autour de Pluton, qui sont d'ailleurs liés, entre parenthèses, à l'émergence
de Hitler en Allemagne, et aussi donc à la parution en 1937 de l'ouvrage de Paul Lecourt, Ganymède ou l'ère du Verseau, un peu comme ça, et Paul Lecourt, qui d'ailleurs, toutes ces éditions de cet ouvrage ont continué à paraître pendant l'occupation allemande, avec des commentaires assez ambigus. J'en ai parlé à l'époque avec Jacques Grimaud, et dans une émission de Baglis TV. Et je crois que le paradoxe, si vous voulez, ici, c'est qu'on nous annonce, au nom de la théorie des airs, un nouveau paradigme. Alors on ne sait pas très bien si c'est la théorie des airs qui est le nouveau paradigme, ou si c'est la théorie des airs qui annonce le nouveau paradigme. Pas très clair. Alors, je crois que là, en réalité, aussi paradoxal que ça puisse paraître, ces différents astrologues, et qui finalement ne refont que reprendre un discours qui est tenu déjà depuis un bon demi-siècle, même peut-être, je dirais, plus que ça. Ils ne semblent pas comprendre que c'est l'astrologie elle-même qui est le nouveau paradigme, ou du moins qui devrait le devenir. C'est l'astrologie qui est porteuse d'un nouveau paradigme. Et ce nouveau paradigme, il ne consiste pas à annoncer un changement d'air, vous imaginez bien. Changement d'air, bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. D'air, d'ailleurs, qu'on pourrait écrire à la fois ERE et AIR. Et, bien évidemment, moi je suis tout à fait d'accord sur le fait que l'astrologie est porteuse d'un nouveau paradigme. Mais en réalité, elle n'est pas porteuse d'un nouveau paradigme parce que les temps sont venus. Je ne crois pas du tout à cela. Elle est porteuse d'un nouveau paradigme parce que tout simplement, les choses avancent, c'est tout. Que la recherche avance. Et actuellement, à mon avis, elle dispose d'un nouveau paradigme, d'ailleurs, notamment grâce à des travaux, ce que j'appelle désormais l'astrologie alpha-oméga. Ces travaux auraient pu exister à une autre époque. Il n'y avait pas de raison spéciale que ça existe maintenant. Et je crois qu'il ne faut pas chercher à expliquer pourquoi tel travail est arrivé à ses fins à telle époque ou à telle autre époque. Donc, on peut bien entendu, moi je pourrais évidemment être tenté de dire, voilà, avec l'ère du Verseau, il faut une nouvelle astrologie, l'astrologie du Verseau, et voilà, je vous le propose, mon astrologie, comme étant l'astrologie du Verseau. Mais je ne me laisserai pas tenter de la sorte, et je dirais simplement que l'astrologie, actuellement, en 2016, bientôt 2017, en 2017, ce sera l'année des 70 ans, en 2017, l'astrologie est capable de proposer à l'humanité un nouveau paradigme de fonctionnement social, de conception de la société, de la civilisation. Un ressourcement vers des structures qui existent toujours en elles-mêmes de manière subconsciente, mais dont on a perdu la conscience. C'est pour ça d'ailleurs que les forums sur l'évolution de la conscience devraient faire appel à mes travaux, ce qu'ils ne font pas. Parce que c'est, au fond, le seul problème est là. Le problème n'est pas si les choses vont changer. Le problème est, est-ce que l'on va changer de la conscience, ou est-ce qu'on va prendre conscience de ce qui se passe? Quelle importance. Si les choses se passent, qu'on en prenne conscience ou pas, ça ne change pas grand-chose. C'est vrai d'ailleurs, de certaine manière, c'est vrai. Sauf que, pourtant on ne décrit pas correctement ce qui se passe, on va laisser le champ libre à d'autres discours qui ne sont pas pertinents et qui vont se superposer et qui vont s'interposer au niveau de la conscience de ce qui se passe. Et actuellement, il y a toutes sortes d'idéologies qui sont en circulation et qui nous proposent des représentations complètement fausses, mais qui, aussi fausses soient-elles, ont un certain impact, forcément. Et cet impact crée un divorce entre une sorte de schizophrénie, entre ce que les gens voudraient qu'il se produisit et
le fonctionnement normal de la société humaine. C'est là qu'il y a un décalage entre le conscient, ce que j'appelle le surconscient, le discours sur ce qui est censé être, et qui n'est pas du tout ce qui est réellement là, c'est-à-dire le subconscient. Donc, je pense que si j'avais dû participer à ce colloque, cette soirée du 30 septembre à Montpellier, j'aurais dit que ce qui est important, c'est est-ce que l'astrologie est porteuse d'un paradigme qui peut servir à la société de demain. Et la question n'est pas de savoir si l'ère du Verseau va être ceci ou cela. Alors, je terminerai avec des réflexions sur l'ère du Verseau, sur le Verseau d'ailleurs déjà. Le Verseau qui est un signe. Alors, on nous parle justement, et ça c'est un grand problème, on nous dit que ce sont des symboles universels. Donc, il y a une sacralisation des signes zodiacaux. Et ça aussi, ça me hérisse profondément. Enfin, le zodiaque est quelque chose de totalement artificiel, c'est-à-dire non seulement sur le plan de sa construction dans l'espace, sur les constellations, les signes, c'est à partir de quoi? À partir des axes solsticiaux équinoxiaux. On ne les voit pas, donc on voit pas très bien à quoi ça sert. Et pour moi, les vrais axes équinoxiaux et solsticiaux correspondaient à une époque au cadran des 4 étoiles fixes royales, qui sont Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalo. Et là, on les voyait, et là, il y a une conjonction possible entre Saturne et ces 4 qui passent comme les aiguilles sur un cadran de montre, qui marquent comme cela les choses. Donc là, je ne vais pas revenir là-dessus, parce qu'on le connaît bien, mais c'est là, si vous voulez, ça, c'est un petit peu le véritable paradigme alpha-oméga, alpha avec la conjonction de Saturne avec une étoile fixe royale, et oméga lorsque Saturne est à mi-distance, au mi-point entre 2 étoiles fixes royales. Alpha, c'est la confusion des genres, c'est d'ailleurs le glyphe du bélier, c'est le sigle alpha, et oméga, c'est la clarification des différences, c'est-à-dire c'est la balance, c'est le libra. D'ailleurs, il est très curieux. Donc alpha, c'est le nœud. C'est-à-dire, il est curieux qu'on représente en astrologie les nœuds lunaires par une forme de forme oméga, alors que le nœud lunaire doit être représenté, comme son nom l'indique, par un alpha. En bref. Et le Verseau, moi j'ai aucun intérêt pour la symbolique du Verseau, parce que cette symbolique du Verseau, on la connaît mal. En réalité, le Verseau, c'est, comme dit Paul Lecourt, les chansons des dieux, c'est-à-dire qu'il fait le tour de la table. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là. C'est Saturne, au sens où je l'entends moi-même, qui est le maître du Verseau. C'est Saturne qui tourne autour de la table, voyez-vous, comme un serviteur qui servirait successivement tous les convives, et qui passerait donc à tour de rôle tout autour de la table. Donc c'est une symbolique très intéressante, de toute façon, ça c'est incontestable. Et c'est un élément, le Verseau, c'est effectivement quelque part l'androïde, c'est le serviteur. Hein. Il n'incarne pas véritablement, je dirais, le mâle dominant. C'est plutôt une figure féminine finalement, le Verseau. Bien que on l'associe, pour des raisons diverses, à une forme masculine, mais en fin de compte, c'est l'homme féminisé. C'est l'homme qui est au service, c'est le serviteur, c'est l'esclave, le Verseau. Et oui, les chansons, c'est les chansons des dieux, c'est l'esclave qui sert à la table des dieux. C'est donc pas un personnage extrêmement dominant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je ne sais pas si nos amis ont conscience de tout cela, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que la plupart des astrologues connaissent très mal la genèse du zodiaque. Et la genèse du zodiaque, et ce serait bon dans une soirée consacrée à ces fameux symboles universels, qu'on en parla un petit peu. C'est pour ça que mon exposé peut servir de complément à cette soirée du 30 septembre, que j'ai d'ailleurs annoncé largement sur mes supports. Le zodiaque est issu, comme on le sait,
il est issu de la symbolique des 12 mois de l'année. Hein. Les 12 mois de l'année qu'on trouve dans les traits régisseurs du duc de Berry, qu'on trouve dans beaucoup d'almanachs, dans beaucoup de livres d'heures, et qui représentent, il y en a 3 qui représentent le, le printemps, 3 qui représentent l'été, 3 qui représentent l'automne et 3 qui représentent l'hiver. Mais quand on compare le zodiaque tel qu'il nous est parvenu avec cette symbolique des 12 mois de l'année, on voit qu'il y a des corruptions, il y a des interpolations et il y a des manques, des carences. Alors, en ce qui concerne les interpolations, eh bien, les fameuses signes fixes, par exemple, taureau, lion, aigle et homme, n'ont rien à voir avec le zodiaque au départ. Hein. C'est une structure qui existe par elle-même, qui est d'ailleurs liée aux 4 étoiles fixes royales, et dont j'ai parlé longuement, qu'on retrouve d'ailleurs dans les 4 évangélistes, dans l'arcane 21 du monde, dans le tarot. Bon, donc ça c'est resté. Si on peut dire, c'est une structure qui était là. Au-dessus, on a mélangé ça avec la iconographie des 12 mois de l'année, et puis, en plus, on a perdu des choses en chemin. Parce que le Sagittaire ou le Scorpion ne correspondent pas du tout, n'ont rien à voir avec les symboles des mois de l'année. En réalité, à cette époque-là, on tue le cochon. Et un des animaux, puisque le zodiaque renvoie aussi au mot animal, comme dans le zoologique, bien qu'on puisse aussi voir ça dans le sens de la vie, Zoé, eh bien, le cochon, qui est un animal absolument fondamental, il disparaît complètement du zodiaque. Je suis bien placé à savoir, parce que moi-même je suis du signe Sagittaire, et s'il y a un signe qui est mal loti au niveau zoologique, c'est bien le Sagittaire. L'archer, le centaure, ça ne veut rien dire. En réalité, il devrait être recommandé par le porc, par le sanglier, comme dans le zodiaque animal qu'on trouve dans le zodiaque chinois. Même d'ailleurs, je suis né également sous le signe du sanglier ou du porc dans le zodiaque chinois. Donc je tiens beaucoup au porc, bien qu'étant juif, c'est pas très cachère, c'est pas très recommandé. Enfin, c'est un autre sujet encore, parce que si c'est pas recommandé, c'est parce que justement c'est un animal sacré. On pourra discuter là-dessus infiniment. Donc ces symboles universels, excusez-moi, alors là ça me fait doucement rire. Dans tous les cas de figure, même si le zodiaque était parvenu correctement et dans son intégrité, il n'intéresse pas pour autant l'astrologie. C'est un emprunt des astronomes qui ont voulu baliser, et c'est tout à fait leur droit, le parcours des planètes, hein, sur l'écliptique, et qui se sont dit, tiens, bon, on va utiliser cela. De même que ce sont les hommes qui ont dit, tiens, on va prendre des noms de dieux de la mythologie pour nommer les planètes, et ils en ont pris certains et pas d'autres, hein, puisqu'ils n'avaient que 7 planètes, alors qu'il y a au moins une douzaine plus nombreuses de dieux, et ils ont oublié, entre parenthèses, notamment Pluton et Cérès, qui est absolument fondamental, puisque Pluton et Cérès, c'est justement la dynamique des saisons, puisque Pluton, c'est en quelque sorte les saisons infernales, les saisons inférieures, les mauvaises saisons, et Cérès, ce sont les belles saisons, et vous savez qu'ils se sont mis d'accord autour d'ailleurs de Proserpine, qui est la fille de Cérès et l'épouse de Pluton, pour que Proserpine soit 6 mois de l'année avec sa mère, et des moissons, Spica, Vierge, etc., et 6 mois de l'année avec son époux légitime aux enfers, Pluton. Bon. Donc, voilà, donc voyez-vous, les astrologues ne comprennent pas grand-chose à tout cela. Sur le plan mythologique, l'astronomie a pris n'importe quoi. Elle a également gardé de manière très désinvolte les symboles, et ça n'a pas beaucoup d'importance. Je terminerai d'ailleurs par une recherche récente que j'ai faite sur les 12 maisons. Là. Eh bien, dans les 12 maisons, c'est aussi un emprunt à l'astronomie. L'astrologie a emprunté massivement, croyant que l'astronomie était sa source. Elle a emprunté les 12 signes zodiacaux, elle a emprunté le nom des planètes, elle a emprunté le système des maisons astrologiques, qui est un système qui sert largement aux astronomes en horizon et méridien pour situer les planètes. Elle a emprunté des systèmes de localisation, puisque le thème astral aussi est un mode de localisation des astres les uns par rapport aux autres, et elle en a fait la base de son astrologie. Mais c'est pas du tout ça, l'astrologie est totalement autre chose que ça. Donc quand on nous propose un nouveau paradigme pour l'astrologique, on nous propose derrière tout ça une astrologie qui est complètement dérisoire, complètement déconstruite,
Et donc finalement, tout ça, c'est une affaire de dupes.